À lui seul, le fleuve Amazon déverse dans l'océan le 5e de l'eau douce de toutes les rivières du monde. Il irrigue la moitié de l'Amérique du Sud et reçoit des milliers d'affluents. Pour explorer cet univers, le commandant Cousteau a monté l'expédition la plus complexe de toutes celles qu'il a entreprises jusqu'alors. Équipé d'un matériel ultramoderne, il pénétrera au cœur du plus grand royaume aquatique de la planète, la forêt primaire de l'Amazonie. Le fleuve a attiré conquistadors et hors-la-loi, fascinés par la légende de l'Eldorado. En s'aventurant dans la jungle qui a vaincu ses explorateurs, l'équipe Cousteau découvrira le vrai trésor de l'Amazone, la vie dans son éblouissante variété. Des milliers d'insectes, d'oiseaux et de plantes plus ou moins connues de l'homme. Des milliers d'autres espèces tout à fait inconnues. L'Amazone n'a pas besoin de légende. Elle est une légende bien vivante. Les ressources qui nourrissent les uns alimentent les obsessions des autres. Des multitudes d'hommes mutilent la terre pour en tirer de l'or. Ils pillent les forêts pour un profit immédiat et compromettent la pérennité d'anciennes cultures indiennes qui n'avaient survécu jusqu'ici qu'en faisant la paix avec la nature. Pourtant, la vie prolifère encore dans ce fleuve et la forêt qui l'entoure. Les espèces végétales et animales y subsistent depuis des milliers de siècles grâce à l'eau, à la chaleur et à leurs étonnantes facultés d'adaptation. Toutes ces créatures dépendent étroitement les unes des autres. Elles ont fini par tisser une structure vivante dont la trame est si complexe qu'elle échappe à l'entendement humain. L'équipe Cousteau remontera l'Amazone jusqu'au cœur de la jungle à la découverte d'un des secrets de l'existence, l'union de l'eau, de la terre et de la vie. Chaque année, le 28 mars à l'aube, le Soleil et la Lune sont alignés avec la Terre. Ils produisent alors les plus grandes marées. L'attraction qu'ils exercent sur les masses océaniques provoque dans l'Atlantique une gigantesque onde de marée qui déferle sur les côtes et remonte jusque dans le fleuve. À bord de la Calypso, mouillée à une dizaine de milles de la côte sud-américaine, Cousteau se propose d'aller filmer en mer la naissance de ce phénomène que les Brésiliens appellent pororoca, c'est-à-dire le grand mugissement. Quand une onde de marée particulièrement forte rencontre une zone de haut fond, elle donne naissance à une vague énorme, un mascaret, qui remonte le fleuve à contre-courant. Les vagues créent des figures géométriques quand elles rebondissent sur la côte et croisent leur propre ressac. Jusqu'à présent, personne ne savait que le pororoca prenait naissance si loin au large. C'est à plusieurs kilomètres des côtes que le mascaret se forme, là où l'Amazone déverse 5 milliards de tonnes de limon par an, créant ainsi une succession de hauts fonds. La houle du pororoca atteint 3 mètres de creux avant d'aller se briser contre les rives. Dans un mugissement assourdissant,
les vagues semblent monter à l'attaque de la terre. D'ailleurs, le mascaret modifie chaque année une partie de la côte brésilienne. Un paysan raconte à Cousteau comment il a été obligé de déplacer sa maison pour échapper à la fureur du mascaret. Le pororoca, dit-il, a dévoré sa terre comme une bête. La marine brésilienne célèbre l'installation d'une nouvelle figure de proue pour la Calypso. Des journalistes et des personnalités brésiliennes viennent souhaiter un bon voyage à toute l'équipe. La Calypso s'apprête à quitter Belém, grand port moderne à l'embouchure de l'Amazone, et à remonter le fleuve en route vers l'inconnu, vers la jungle primaire. Mestre Davi, sculpteur brésilien, jette un dernier regard sur l'œuvre qu'il a créée pour Cousteau. Les riverains croient que la figure de proue qu'ils appellent Caranca protégera l'équipe des mauvais sorts tout au long du difficile voyage. Devant l'équipe, un monde immense, un impressionnant travail d'exploration. Les hommes de la Calypso navigueront sur le fleuve le plus long du monde, dont le débit dépasse celui des 8 autres plus grands fleuves de la planète réunis. Sa largeur peut dépasser parfois 100 km. Par endroits, sa profondeur égale celle atteinte en mer par les plongeurs autonomes. Le projet est ambitieux. Cousteau ne se contentera pas de naviguer sur le fleuve. Il l'évaluera. Il étudiera l'eau et les animaux, utilisant souvent l'hélicoptère pour mieux comprendre les relations entre le liquide et la vie dans cette interminable forêt d'eau. Fleuve jeune, l'Amazone est puissant et encore à peu près indemne de pollution. Il nourrit une forêt 2 fois plus grande que n'importe quel autre bassin fluvial. La moitié des espèces d'oiseaux du monde volent au-dessus d'acajou, de cèdres et de canneliers. Un millier d'affluents s'enchevêtrent dans la jungle. 10 d'entre eux sont plus longs que le Mississippi. Le rio Tapajos, dont les eaux bleues fleurissent littéralement d'algues microscopiques vertes. Le rio Negro, dont les puissants courants creusent des sillons dans les sables du fond. Les ondulations du sédiment sont clairement visibles malgré la couleur de l'eau, brunie par les substances en décomposition provenant de la forêt.
Puissant fleuve lui-même, le Rio Negro double presque la taille de l'Amazone à Manaus, où leurs eaux contrastées se rencontrent. Source éternelle de la vie, le cycle de l'eau se répète d'arbre en nuage et de nuage en rivière. L'Amazone, que les premiers explorateurs ont appelé fleuve-mer, draine autant d'eau en un jour que la Seine en un an. Ce fleuve-mer possède un bassin presque aussi grand que les États-Unis. L'Amazone a aussi été nommé Rio de Marañas, le fleuve des enchevêtrements. Deux hommes sont de quart en permanence à la passerelle. À chaque île flottante faite de plantes, à chaque arbre dérivant au courant, le capitaine Camille Font doit immédiatement changer de cap. Dans la salle des machines, Jean-Marie France reste prêt à débrayer les hélices. Cousteau demande un guetteur supplémentaire en haut du portique, car la coque en bois de la Calypso et ses hélices saillantes sont mises à rude épreuve par les nombreux troncs d'arbres à la dérive. Un tronc d'arbre vient d'être détecté droit devant. Des ordres sont donnés et exécutés. Le tronc passe à quelques centimètres de la coque et déjà sur la passerelle, on se préoccupe des prochains obstacles. L'abondance des eaux du fleuve est entretenue par de violents orages qui ne durent que quelques minutes. La pluie tombe 130 jours par an. D'énormes quantités d'eau de l'océan Atlantique s'évaporent sous le soleil de l'équateur. Les alizés poussent les nuages vers l'ouest où ils se condensent au-dessus de la forêt en déversant leur déluge. Le pilote Bob Brambeck a dû interrompre son vol pour rentrer avant que l'orage n'éclate. Une pluie de grêlons a écaillé la peinture des pales du rotor arrière. Les tempêtes déversent ici des pluies bien plus abondantes que ne font les orages dans les régions tempérées. Sous des trombes d'eau, les prélèvements se poursuivent. La vie continue. En moyenne, le bassin reçoit 2,50 mètres d'eau chaque année. C'est la même eau qui retombe sans cesse. La chaleur d'hier évapore les pluies d'aujourd'hui, qui à leur tour tombent et s'évaporeront de nouveau demain. Ici, la pluie est un fleuve Amazone vertical. La Calypso arrive à Manaus, carrefour et capitale de l'Amazonie. Ici, l'équipe va se disperser. Cousteau examine avec Raymond Coll l'itinéraire d'une expédition routière à travers 10 000 km de jungle. Bon, alors ça fait quand même une grande durée. D'après ce que j'ai calculé, ça fait un peu plus de 10 000 km. 10 000 km. Deux recommandations essentielles. Amener du sérum contre les morsures de serpents et vérifier la clarté de l'eau à chaque passage de rivière. Vous avez une rivière, vous traversez une rivière, regardez si l'eau est claire. Où est le premier bac après le bac de Manaus? Hein? Je crois qu'il est par là. Il y a celui-là. Il y a un bac, deux bacs. Outre le camion à 6 roues motrices, l'équipe de Raymond Coll utilisera un véhicule expérimental, amphibie, propulsé dans l'eau par réaction. Bonne chance, à bientôt. En disant au revoir à ses camarades, Cousteau paraît savourer d'avance les résultats de la mission en 3 parties qu'il a organisée. L'équipe terrestre se dirigera d'abord vers le sud, vers le Rio Madeira, que draguent des chercheurs d'or. La Calypso remontera l'Amazone aussi loin que possible en recueillant systématiquement des données scientifiques sur l'eau, les plantes et les animaux.
Quartier général de la mission, elle est équipée d'un émetteur-récepteur de téléphonie par satellite que Cousteau utilisera pour rester en contact avec les diverses équipes volantes. Une troisième expédition partira de la source même de l'Amazone, dans les Andes, au Pérou. Menée par le fils de Cousteau, Jean-Michel, elle descendra les principales sections du Haut-Amazone, traversera des territoires indiens et rejoindra la Calypso près d'Iquitos. Les trois équipes réaliseront une étude d'ensemble des 6000 km que parcourt l'Amazone. Pour atteindre les sources du fleuve, il faut affronter les Andes péruviennes. Avant d'entamer l'escalade finale qui durera 2 jours, l'équipe de Jean-Michel établit son camp sur une terrasse montagneuse située à 700 mètres plus haut que le Mont Blanc. Le matin, leurs tentes seront aussi dures que de la glace. Dans les cavernes rocheuses où les Incas croyaient que leurs ancêtres étaient apparus, l'air est à des températures polaires. L'équipe n'est pas habituée au froid, au vent glacial, ni aux altitudes si élevées. Pourtant, le moral est excellent. Le but, c'est le sommet du mont Mismi, la véritable source de l'Amazone. Jadis, l'Amazone se jetait dans l'océan Pacifique. Puis, l'Amérique du Sud, en dérivant vers l'ouest, a heurté la plaque du Pacifique oriental et la collision a donné naissance aux Andes. L'Amazone est devenue un immense lac. L'érosion de la côte est a finalement libéré cette mer intérieure qui se déverse désormais dans l'océan Atlantique. Les Andes continuent de travailler et de se déformer. Sous le poids des hommes, de gros blocs de pierre se détachent et rendent le chemin dangereux. Jean-Michel, coiffé d'un chapeau traditionnel qui lui a été donné par un berger péruvien, sait que l'ascension sera une torture pour son équipe, plus habituée au roulis et au tangage qu'à l'escalade. Nos sacs à dos de 10 kilos nous écrasent. Toutes les 10 minutes, épuisés, nous faisons une halte de 5 minutes. Nous transpirons, nous haletons, avides d'un air pauvre en oxygène. Après avoir campé à la limite de la neige, l'équipe entame son 2e jour à plus de 1600 mètres au-dessus de l'altitude considérée comme présentant un risque pour la santé de l'homme. Personne dans l'équipe ne souffre du soroche, un vertige et des maux de tête qui constituent les symptômes du mal des montagnes. Ce dernier peut être mortel. Mais il y a d'autres difficultés. La glace qui fond, le passage brutal d'une zone d'ombre où il gèle au soleil brûlant. Nos visages, nos narines même sont brûlées par le froid sec. Respirant rapidement, nous soufflons des panaches de buée. Rien à boire, nous mâchons de la glace. Les hommes ont peu dormi. La nourriture est trop gelée pour être mangeable, mais personne ne parle d'abandonner. Juste sur le col, la crête, sur la crête, après la carte, le col est à 5000. Enfin, le sommet est en vue. 1400 mètres. Cette expédition est la 3e des temps modernes à escalader le mont Mismi, mais on sait que les Incas sont venus jusqu'ici il y a longtemps. Les alpinistes ont découvert sur la crête du mont une statue en or. Les Indiens avaient sans doute compris l'importance de la montagne comme source de la vie qui prolifère plus bas. Les hommes attachent leurs crampons. L'allure s'accélère. On reprend courage. Est-ce l'altitude? Est-ce la fatigue? À l'approche du sommet, je me sens submergé par l'œuvre grandiose de la nature. Là, sur la ligne de partage des eaux du continent sud-américain, les vents alizés, les nuages de pluie et même la croûte terrestre ont œuvré ensemble, à travers les temps géologiques, pour créer le plus grand fleuve de la planète. Les hommes agitent le fanion de la Fondation Cousteau, ainsi que leurs pavillons nationaux. Puis, ils accomplissent un dernier geste symbolique.
La neige que nous jetons vers l'ouest ira fondre et couler dans le tout proche océan Pacifique. La neige que nous lançons vers l'est traversera un immense continent. Ces quelques gouttes d'eau glacée contribueront à alimenter un fleuve colossal qui sillonnera une jungle torride et bouillonnante de vie. À des milliers de kilomètres de là, au cœur de l'Amazonie, la forêt a absorbé tout le liquide dont elle a besoin. Puis cette eau s'évapore des feuilles et retourne au ciel en brume légère qui monte au lever du jour. En juin, la saison des pluies a pris fin et l'Amazone a débordé. Ses reflets d'argent se répandent sur une surface aussi grande que la France et l'Espagne réunies. La forêt est engloutie en eau profonde. À l'approche de la forêt inondée, je suis envahi par une étrange sensation d'irréalité. Même les récits amazoniens les plus renommés décrivent-ils bien ce royaume, où les saisons sont marquées non par la chute des feuilles, mais par la montée et la baisse des eaux, où les animaux terrestres ont appris à nager et où les poissons perchent dans les arbres, où la réalité n'est jamais loin du rêve. J'ai l'impression de remonter le temps. Je me sens étrangement déplacé ici, dans un zodiaque, avec ma montre bracelet, dans ce monde préhistorique. La forêt amazonienne est à l'échelle géologique une création récente. La terre, la chaleur et l'eau ont enfanté ici un univers vivant plus riche que la mer, mais plus compliqué et plus fragile qu'elle. Il fut un temps où notre planète entière regorgeait d'autant de vie que ce domaine encore intact. Je suis conscient de ma profonde ignorance, en tant qu'homme du XXe siècle, des innombrables liens entre l'eau, les plantes et les animaux qui rendent possible cette exubérance. La forêt et le fleuve s'unissent en un mariage de raison, chacun donnant de sa substance pour maintenir la vie au-dessus et au-dessous du déluge saisonnier. Des branches entrelacées au-dessus de nous tombe une pluie d'insectes. Les poissons s'en nourrissent. Les animaux terrestres qui mangent ces poissons iront à leur tour fertiliser la forêt. Un dauphin rose qui fait surface pour respirer avec son étrange tête de licorne. J'ai vu des milliers de dauphins en mer,
Mais notre dauphin rose, ce mammifère d'un autre monde, évolue dans l'eau jusqu'à la cime des arbres. L'étrange créature semble avoir échappé à l'évolution et trouver refuge dans la forêt. Là où les eaux convergent, les acides sont dilués. Le soleil réveille les germes de la vie, les algues planctoniques prolifèrent et les poissons des deux fleuves font bonne chère. Messager des dieux péruviens, le condor survole des sommets de plus de 3000 mètres d'altitude. Le rio Apurimac, source principale de l'Amazone, dégringole de ses hauteurs. Il a creusé un canyon aux rapides si turbulents qu'aucun navigateur n'en est jamais sorti vivant. Tu vois, de ces glaciers, là, ça descend jusque dans l'Apurimac. Jean-Michel et Dominique Sugnan ont l'intention de suivre l'Apurimac depuis le point de fonte des eaux. Ces glaciers alimentent la rivière. Les eaux qui donneront naissance au fleuve boueux qu'est l'Amazone sont ici pures comme le cristal. Le scientifique de l'équipe, Richard Murphy, découvre qu'elle regorge de vie microscopique. Les hommes doivent porter leur embarcation jusqu'à ce que les rapides deviennent navigables. Ils ont l'intention de descendre jusqu'à l'entrée d'un canyon infranchissable. Au-delà, les grandes parois montagneuses piégeraient sur plus de 100 km tout intrus qui se risquerait dans ces eaux furieuses. L'équipe de Jean-Michel en devine les périls. Les chutes de pierre peuvent bloquer le parcours. Et les rapides y sont parfois de véritables cascades. L'équipe est renforcée par le guide péruvien Chando González et Talo Bolinari, son partenaire, tous deux en kayak. Chando est la première victime des tourbillons. Bientôt, Talo est lui aussi vaincu par la violence des rapides. Les courants s'emparent de son kayak, puis de Talo lui-même, et les entraînent sous l'eau. Récupéré par le canot pneumatique, Talo est heureux de ne pas s'être blessé en dévalant les rapides sur le dos. L'équipe ne s'accorde qu'un court instant pour goûter l'exploit qu'ils viennent d'accomplir. Plus bas coulent des rapides encore plus durs, classés dangereux au niveau international. Chando et Jean-Michel partent en reconnaissance. Chando pense qu'on peut passer à gauche d'une grosse pierre. Si on passait à droite, dit-il à Jean-Michel, ce serait ennuyeux. On verra bien. Le rio est rempli d'endroits comme celui-là. Tourbillons, écueils imprévisibles. Les hommes sont prévenus. Les premiers chocs projettent Dominique par-dessus bord. Il s'accroche à l'embarcation, mais les impacts contre les rochers le forcent à lâcher prise.
Ça va, Dominique? Dominique est sain et sauf, mais 30 secondes sous l'eau lui ont paru une éternité. Sur le coup, j'ai pas eu tellement peur, mais après 2 fois j'ai voulu respirer, je suis rentré dessus le radeau, j'avais pas respirer. Et j'ai été entraîné un peu la tête première, je savais pas où j'allais sortir. Surtout en altitude, j'avais pas besoin de faire. Les hommes ont atteint leur destination. Plus loin se trouve le canyon mortel. So these are the famous hot streams, hein? Tout près de là, une source thermale jaillit du cœur volcanique de la montagne. Pour se remettre de la fatigue et des émotions, Jean-Michel et ses compagnons plongent avec délice dans la chaleur des eaux. Ça valait le jus, hein, cette balade. C'est une bonne Pendant ce temps, l'Apurima continue de faire rage, arrachant au canyon ces minéraux dont il enrichit, de l'autre côté, l'Amazone. Chargé de ce butin minéral, l'Amazone retient ses richesses lorsqu'il rencontre le Rio Negro. Le plus grand fleuve et son plus grand affluent convergent mais ne se mélangent pas. Cousteau s'entretient de ce phénomène avec Phil Destin. En faisant route, dit le docteur Destan, nous sommes passés de l'eau brune à la noire, de la noire à la brune. Ces eaux ne se mélangent vraiment qu'à 100 km en aval. L'eau trouble de l'Amazone regorge de substances nutritives, mais la lumière ne la pénètre presque pas. Les poissons y trouvent donc peu de plancton à manger. Le Rio Negro est plus transparent, mais il est pauvre en éléments nutritifs et fortement acide à cause des feuillages qui y pourrissent. Cousteau envoie des plongeurs examiner la frontière turbulente où se mêlent ces eaux. Là où les eaux convergent, les acides sont dilués. Le soleil réveille les germes de la vie, les algues planctoniques prolifèrent et les poissons des 2 fleuves font bonne chère. La jonction des eaux blanches et noires est un symbole de l'Amazone. La nature combine des éléments divers et la vie explose. Il existe de nombreuses espèces de poissons de l'Amazone, davantage même que dans l'Atlantique. Beaucoup sont encore inconnus. L'équipe capture sans cesse de nouveaux spécimens. Le tucunaré, un régal. 2 tucunarés. L'arowana, dont les mâchoires, mais aussi le palais, la langue et le pharynx sont garnis de dents. Les piranhas dévastent souvent le contenu des filets de pêcheurs. Ces poissons ont des dents si tranchantes que les riverains utilisent parfois leurs mâchoires comme des ciseaux. Le plongeur Bertrand Sion s'aperçoit que les marchands de poissons tropicaux ont un problème avec les sacs plastiques. Le professeur René Guy Busnel, bioacousticien, rejoint l'expédition. Dans ces eaux où il est souvent impossible de mettre un nom sur un poisson capturé, l'univers acoustique invisible est d'une richesse stupéfiante. Yves Zlotnica, l'ingénieur du son de la Calypso, enregistre lui aussi les émissions sonores des poissons. Leur grognement, comparable au son du basson, semble à peu près identique dans l'eau et hors de l'eau. Les bruits du fleuve évoquent le lever du jour dans la jungle. D'innombrables espèces font d'innombrables bruits pour compenser par l'ouïe la carence de la vue dans l'eau boueuse. Ces grognements anonymes ne satisfont pas notre curiosité. Ils l'attisent.
Les mystères de la vie aquatique sont infinis. Ils peuvent passer par une sorte d'apogée. Nous savons peu de choses sur les migrations des poissons de l'Amazone, mais il est indéniable qu'elles sont spectaculaires. Poussés par la crue ou la décrue, les bancs de poissons filent à toute allure dans le fleuve. Ils foncent peut-être vers des sources de nourriture, mais probablement vers leur frayère. Quelle que soit leur quête, ils se rassemblent par millions. Une de ces migrations est connue sous le nom de piracema, c'est-à-dire remontée du fleuve. Quand les eaux commencent à baisser, certains poissons quittent les affluents de l'Amazone et remontent le fleuve pour se reproduire. À la saison des pluies, ils entreprennent en sens inverse leur long voyage et se répandent dans la forêt. Si les poissons bondissent hors de l'eau, c'est souvent le signe que leurs prédateurs ne sont pas loin. Ils n'échappent aux mâchoires d'un carnivore que pour tomber dans les filets d'un autre. Le manque de protéines n'existe pas, même chez les riverains les plus pauvres. Chaque espèce en nourrit une autre. La luxuriance de la jungle amazonienne est une énigme. Pris individuellement, le sol et l'eau ne peuvent nourrir une telle magnificence. Comment cette apparente rareté réussit-elle à créer l'abondance? Cousteau et ses plongeurs chercheront la réponse sous les eaux de la forêt inondée. Nous avons navigué sur un fleuve dont les eaux troubles, privées de lumière, sont pauvres en nourriture végétale. L'eau est tellement acide dans certains affluents que les paysans les appellent les rivières de la faim. Le sol de la forêt s'érode. Cependant, autour de nous, la vie prospère. La crue du fleuve donne la réponse à cette énigme. Au sein de l'eau, tous les éléments de l'Amazone se retrouvent. Les animaux, les poissons, le feuillage des arbres et même la poussière des Andes s'associent pour créer la luxuriance. L'eau est ici plus claire que toutes celles que nous avons explorées dans l'Amazonie. En effet, à mesure que le flot avance, les plantes filtrent l'eau qui se décampe. Les sédiments se déposent. Les arbres poussent, puisant leur substance dans cette couche de minéraux arrachés à la montagne. Les racines d'autres plantes, au contraire, vont chercher de l'air à la surface. Une extraordinaire adaptation à une inondation qui dure plusieurs mois de l'année. La forêt amazonienne est amphibie. Le monde inondé semble ne pas avoir de fond. En fait, c'est à 12 mètres de profondeur que les plongeurs atteignent le sol. Chaque pièce est à sa place dans ce puzzle vivant. Comme la forêt projette son ombre sur les eaux, la photosynthèse ne peut se produire en dessous de la surface. Elle se produit au-dessus, et les fruits des arbres qui surplombent le fleuve y tombent quand ils sont mûrs. Les poissons se nourrissent de cette manne et s'engraissent en attendant la saison sèche. Les sédiments absorbent les acides des branches qui pourrissent. Les eaux chimiquement neutres et chargées de nourriture végétale iront enrichir le fleuve lorsque la décrue s'amorcera. Le fleuve nourrit la forêt nourrit le fleuve. Dans une telle abondance, les poissons deviennent sélectifs. Ils attendent sous les arbres qu'ils ont choisis pour leurs fruits sucrés et charnus. Ils avalent les noyaux, semant ainsi les graines et renouvelant la forêt. Ils se nourrissent aussi de feuilles quand leurs fruits favoris ont disparu.
Révélé par son souffle. Un dauphin rose, encore jamais filmé sous l'eau à l'état sauvage. On dirait une illusion. L'animal se courbe avec une sorte de flexibilité magique. Mais dans l'élément liquide, cette singularité devient rationnelle. Glissant sans effort parmi les arbres, le dauphin rose confirme les mots d'un naturaliste qui disait qu'en Amazonie, il n'existe rien de mort ni de vivant qui ne témoigne de l'unité de l'eau et de la forêt. La nuit tombe. Les poissons se réfugient dans la forêt inondée pour échapper aux prédateurs nocturnes. Par nuit sans lune, les espèces aquatiques sont peu méfiantes. Le pêcheur Aldeberto Moreira fixe une lampe torche à son chapeau et conduit sa pirogue dans une jungle qu'il connaît bien. Il lance son harpon en compensant pour la réfraction de l'eau et empale sa proie. Aldeberto discute avec Raymond Coll. Tous les ans, il pêche 10 tonnes de poissons avec son harpon et 5 autres tonnes à la ligne. Il en nomme les espèces. Branquinha, cobil, piranha. Piranha é famosa. Le fameux piranha a 28 dents et ses mâchoires musclées sont aussi efficaces qu'un couperet. Raymond Coll conduit le camion amphibie dans la forêt. Les hommes de la Calypso plongeront 2 jours là où Aldeberto attrape les piranhas la nuit. Si les excès de la nature en Amazonie ont toujours fasciné les hommes, ils ont aussi donné lieu à bien des légendes et des exagérations. Les hommes de la Calypso ont l'intention de dissocier le réel de l'imaginaire dans tout ce qui est raconté sur ce fameux piranha. Au début de leur plongée, Xavier Desmier et Louis Preslin inspectent les dessous de leur camion. Ce véhicule peut transporter 9 personnes et atteindre dans l'eau une vitesse de 11 km/h. Les 2 plongeurs sont prêts à traquer leur célèbre gibier. Le mythe des piranhas est répandu dans le monde entier. Des textes par ailleurs sérieux parlent de piranhas qui auraient attaqué un homme et laissé ses vêtements intacts sur son squelette, ou d'une armée entière dévorée alors qu'elle passait un gué. Mais les faits vérifiés sont peu nombreux. Sur une vingtaine d'espèces de piranhas connues, 5 seulement mangent de la viande. Il semble que les piranhas deviennent spécialement agressifs lorsque les eaux baissent et que la nourriture devient rare. Le jacaré ou caïman se tapit le long des rives calmes. Ce reptile se nourrit de mammifères, d'oiseaux, mais très exceptionnellement d'êtres humains. Après l'anaconda, c'est le boa qui est le plus grand serpent d'Amérique. Sa taille peut dépasser 3 mètres. Ces serpents constricteurs s'enroulent autour de leur proie, puis la serrent jusqu'à la faire suffoquer.
Ils peuvent représenter un danger pour l'homme lorsqu'ils atteignent une longueur très importante. Ils saisissent alors une occasion pour jeter leurs anneaux autour des bras et du cou du malheureux qui les approche. Le capybara, qui est le plus gros de tous les rongeurs, n'a pas de tanière. Quand il a peur, il plonge dans l'eau. S'il est blessé, il peut devenir la proie des piranhas. Le piranha, la créature que les premiers naturalistes ont nommée le fléau de l'Amazone et que les fermiers accusent de ravager leur bétail. Il s'empare d'un morceau de jambon avec une extrême voracité. Leurs dents possèdent 3 tranchants spécialisés pour chaque type de nourriture. Elles claquent comme des castagnettes. Leur mâchoire découpe des morceaux de chair gros comme des olives. Lorsque l'un de ces poissons carnivores mord un oiseau ou un rongeur, des centaines d'autres piranhas arrivent attirés par le sang et une véritable mêlée commence. Cependant, Xavier n'est nullement attaqué. D'ailleurs, les pêcheurs laissent leurs enfants nager dans des rios où abondent les piranhas. Pourquoi? Autre phénomène inexplicable. Alors que les piranhas n'ont pas mordu la main humaine qui les nourrissait, ils ont mordu la main qui les filmait. Breslin saigne. Mais aucune horde de piranhas ne se précipite sur lui pour le dévorer. Pour pêcher des piranhas, Aldeberto tapote la surface de l'eau, non pas, comme le voudrait le mythe, parce que les intrépides piranhas ne pensent qu'à en découdre, mais parce que ces petits poissons savent que clapotis peut signifier nourriture. Fléau de la jungle, le piranha symbolise assez bien l'Amazone. Il est connu du monde entier, mais très mal compris. À bord de la Calypso, une équipe internationale de scientifiques travaille nuit et jour pour nous permettre d'entrevoir la saga aquatique de l'Amazonie. Des échantillons d'eau et de sédiments remontés à la surface depuis le lit de la rivière nous racontent l'histoire des Andes péruviennes, du Mato Grosso au Venezuela, en passant par l'Équateur et la Colombie. Innombrables petits maillons dans la chaîne alimentaire, des algues minuscules fleurissent en un pâturage liquide perpétuellement en mouvement, où broute un bétail lilliputien. Crustacés microscopiques, vers ou larves du plancton d'eau douce. La cassette est mise en place de la manière suivante. Nos microscopes, nos sondes sophistiquées, nos ordinateurs, nos appareils d'enregistrement nous traduisent l'histoire fabuleuse de l'Amazonie. You know what fascinates me is what you said the other day. In a way, d'une certaine manière, on peut considérer la forêt amazonienne comme un récif de corail émergé. As an upside down coral reef. Oh yeah. And I think that's a great idea. And actually, the richness of the water. La richesse d'un récif de corail est sous l'eau. Ici, elle est au-dessus de la surface. Comme dans les grands récifs de corail des mers chaudes, la vie en Amazonie s'entretient et s'enrichit elle-même. Les espèces exotiques se multiplient par effet réciproque. Oiseaux, insectes, fleurs et arbres, tout comme les créatures bigarrées des récifs de corail, partagent les ressources,
revendiquent des territoires, respectent des hiérarchies, entretiennent des rivalités, nouent des alliances. Le récif de corail et la forêt inondée sont comme deux grandes scènes de théâtre. Les costumes changent, mais on y joue le même interminable opéra. Les crues de l'Amazone fécondent une jungle grouillante de vie. Mais tous ceux qui tentent de profiter de cette manne sont pris au piège de son implacable flux et reflux. La navigation est facile en période de hautes eaux. Les hommes appuyés au bastingage de la Calypso contemplent dans toute sa majesté l'Amazonia, un grand cargo de la Valdez Line qui remonte fièrement le fleuve. Les eaux du fleuve, après s'être gonflées lentement tout au long de l'année, baissent brusquement en août. L'Amazonia, qui flottait quelques semaines auparavant, navigue à présent sur une prairie. Pour certains, la baisse des eaux est synonyme d'abondance, des sols fertiles, un fleuve fécondé par les matières végétales de la forêt. Mais ailleurs, la vie pâtit de ce changement. Les oiseaux édifient leur nid sur des coques échouées. Les hordes de poissons s'échouent et meurent. Ceux qui parviennent à survivre doivent s'adapter à une situation que les caprices de la nature rendent éminemment précaire. Suivant les pluies, le fleuve peut baisser de 6 mètres seulement, mais d'autres années de 15 mètres. Les hommes, les animaux sauvages et jusqu'aux plus puissants navires sont égaux devant l'imprévisible. La saison sèche est celle de la disette pour les espèces aquatiques maintenant bannies de la forêt. Mais pour l'homme, c'est l'Amex Can, comme disent les Indiens, c'est-à-dire le meilleur moment. C'est alors que les colons s'aventurent dans la vase pour capturer du gibier, pour poser leurs filets dans des flaques d'eau qui rétrécissent et où les poissons captifs sont concentrés. C'est la limite de la flottaison. La crue a laissé sa marque, des tonnes de limon. Cousteau envoie ses hommes reconnaître à pied sec une jungle qu'ils ont déjà explorée en scaphandre. La flore et la faune s'adaptent aux mutations incessantes de l'environnement. Les graines germent en toute hâte. Certains poissons hibernent dans la vase en attendant de pouvoir nager à nouveau entre les arbres, comme l'ont fait les plongeurs de la Calypso il y a quelque temps. Dans les frondaisons qui dominent crues et décrues, les singes prospèrent. Les pulsations de la vie s'accordent aux pulsations du fleuve. Comme le dit un proverbe amazonien, l'homme et le fleuve passent, seule la forêt demeure. Les colons prétendent que cet univers fantasmagorique est hanté. Les monstres y dérobent jusqu'à l'ombre des chasseurs. Les dauphins y jettent des sorts à ceux qui leur veulent du mal.
Mais la complexité de la vie amazonienne se prête à d'autres explications. Partie de la source du fleuve, l'équipe de Jean-Michel Cousteau contourne dans la montagne les derniers et mortels rapides pour rejoindre l'artère principale du fleuve à son entrée dans la jungle près de Louisiana, au Pérou. L'expédition est dotée d'un radeau gonflable de 11 mètres. Il faut à l'équipe 2 semaines pour se préparer à affronter le fleuve, pour rassembler les provisions nécessaires et surtout faire le plein d'air. Dai Ramon, sono più alto di te. Le radeau les emportera dans le dédale des voies d'eau annexes qui conduisent à l'Amazone proprement dite. Baptisé par l'épouse d'un propriétaire terrien local, le radeau est surnommé Pirarucu, du nom du poisson géant de l'Amazonie. Cet aventureux voyage sera fréquemment entrecoupé de haltes pour explorer les vastes territoires qui s'étendent de part et d'autre des rives et où vivent, en tribus éparpillées, des milliers d'Indiens. Le radeau transporte les témoins de 2 mondes. Un transmetteur par satellite et Policarpo, un Indien Ashtanika. Son peuple se rassemble silencieusement pour voir passer cette sorte de diligence flottante. Policarpo est réputé pour sa connaissance innée des courants. Il lit le fleuve. Dominique Sugnan est à la barre. Les décisions de l'Indien sont immédiates et instinctives. Les rapides et les tourbillons chargés de lourds sédiments refaçonnent constamment le fleuve. À peine dressée, toute carte est instantanément périmée. Policarpo sonde inlassablement le fleuve. À tout moment peut surgir la menace d'un haut fond. L'inévitable se produit malgré tout. Comme la majorité des radeaux conçus pour naviguer dans les rapides, le Pirarucu ne peut inverser sa marche. Les hommes sont souvent obligés de pousser leur roulotte de romanichel pour la déséchouer. Sur l'Ucayali, la vitesse des eaux diminue. Déjà en pleine saison sèche, de brèves bourrasques chargées de pluie annoncent la proximité de l'Amazone. Le rythme de la vie s'apaise. Guy Joas, l'électronicien, s'occupe de la lessive, Dominique de sa barbe. Puis c'est une douche tropicale inattendue. L'eau récoltée par la toiture soulage de la chaleur, éloigne les insectes. L'Ucayali est encore appelée rivière des moustiques. Sur le radeau encombré, le caméraman, les scientifiques, le chef de l'expédition, tout le monde met la main à la pâte. Jean-Michel prépare le dîner.
Policarpo, Pépé, la mascotte du navire et toute l'équipe mangent et boivent ensemble dans une atmosphère de franche camaraderie pendant les quelques jours de repos relatifs sans expédition dans la forêt. Le Pirarucu s'approche maintenant de la ville frontière de Pucallpa, trait d'union entre l'Amazonie péruvienne et la côte pacifique. Ici convergent tous les camions de la région. Leurs marchandises sont transbordées sur des chalands qui pénétreront plus profondément dans la jungle. Ici, les arbres de la forêt sont débités en grumes. La sciure, parmi d'autres déchets de la civilisation, est rejetée à l'eau. Important auxiliaire de l'écosystème, les vautours affamés engloutissent les déchets. Nous sommes sur l'Ucuyali, nous venons de quitter... Jean-Michel Cousteau, qui poursuit la descente du fleuve, contacte par radio son père qui remonte l'Amazone vers le rendez-vous qu'ils se sont fixés. Bon, bien reçu, bonne chance pour votre voyage et à bientôt, j'espère. Une équipe en hovercraft explore un bras de rivière. Les eaux sont exceptionnellement hautes cette année. Les riverains sont habitués à ces inondations annuelles. Ce qui bouleverse leur vie, c'est moins le retour de la crue que son ampleur, qui, elle, est imprévisible. À la crue catastrophique de cette année, ils opposent un calme fataliste. 2 cabanes submergées par les eaux se sont effondrées. 2 familles sans abri s'entassent sur un bateau abandonné. L'un des pères de famille hésite quand on lui demande combien il a d'enfants, mais il sait qu'il a perdu 15 poulets. Il s'est déjà relevé de pareils désastres. Il s'en relèvera encore. Amateurs de viande de bœuf introduite par les Européens, les colons s'acharnent à vouloir élever un bétail peu adapté à la région. À califourchon sur des pirogues, des caboclos vont donner à manger à leurs bêtes. Les crues font de nombreuses victimes parmi les animaux domestiques. L'imprévisible hauteur des crues n'autorise qu'une agriculture primitive, une existence au jour le jour. Les colons doivent s'adapter ou partir. Ceux qui s'en vont se dirigent vers des sols situés dans les hautes terres mais plus pauvres. Ceux qui restent se résignent à l'incertitude, l'instabilité, l'indigence. En période de crue, la pêche est médiocre car les espèces aquatiques en quête de nourriture se dispersent dans la forêt. Seul l'homme, capable de piloter une pirogue parmi les troncs d'arbres et de manier à la perfection son arc ou son harpon, réussit à s'en sortir. Les flèches sont tirées à côté de la cible apparente pour tenir compte de la réfraction des rayons lumineux. Un pêcheur, s'il a repéré un poisson parmi les racines submergées et qu'il a de l'expérience, ne rate jamais sa cible. Mais l'exercice de cet art difficile n'est possible que lorsqu'il ne pleut pas et que l'œil peut apercevoir le frémissement des feuilles provoquées par le poisson en train de manger. Seul sur son esquif, comme le héros de Hemingway, un vieil homme guette le plus exceptionnel des trophées, un pirarucu, pesant jusqu'à 150 kilos. Ce géant, le plus grand poisson d'eau douce du monde, est d'un naturel sédentaire. Si un pêcheur l'a repéré une après-midi, il reviendra le lendemain et il attendra avec bon espoir. Le pirarucu respire au moyen d'un poumon primitif et de branchies. Le vieil homme scrute la surface où le poisson doit venir respirer. Il lance aussitôt son harpon. Le géant des eaux amazoniennes ne compte que 2 ennemis, le jaguar et le pêcheur. Ce dernier comprend souvent mal que l'espèce dont il vit est en danger d'extinction. Le puissant poisson lutte parfois 2 heures durant avant de se laisser asséner le coup fatal.
Pour les pêcheurs, vaincre un pirarucu, c'est comme tuer un lion pour le guerrier Maasai. La chair du poisson sera séchée. Ses écailles serviront à raboter le bois. Quant à son squelette, il sera soigneusement enterré. Les pêcheurs redoutent que des sorciers ne s'en servent pour jeter un sort à l'homme qui a tué le poisson. Une loutre de rivière géante, un animal rare et mal connu, s'est jointe à notre expédition. Nous l'avons surnommé Cacha, diminutif de cachaça, un mot tendre brésilien. Nous avons trouvé cet animal malade dans un zoo abandonné. Déterminés à le sauver, nous l'avons ramené sur la Calypso et nous lui avons construit une piscine. Hargneuse et méfiante les premiers jours, Cacha est vite devenue un membre à part entière de l'équipe. À l'état sauvage, la loutre géante d'Amazonie, la plus grande du monde, doit parcourir des distances considérables sur le fleuve pour satisfaire son appétit. Elle voyage en groupes familiaux extrêmement unis. D'un naturel enjoué, elle constitue une cible facile pour les chasseurs qui convoitent sa fourrure veloutée, aussi précieuse que celle du jaguar. Là, je vais être tranquille. Cacha tient les poissons dans ses pattes agiles comme elle tiendrait une banane. Elle grogne de satisfaction en mangeant. Cette espèce intelligente utilise toute une gamme de bruits pour communiquer. En général, leur familiarité leur attire plutôt des balles de fusil. Mais ici, ce sont des amis qui accourent à l'appel de Cacha. Deux espèces, deux besoins. Pour l'une, donner son affection. Pour l'autre, la recevoir. Bonjour, la gentille petite. L'exploration de l'Amazone est la 53e expédition de Cousteau. Et, dans tous ses voyages, sa maison l'a suivi, la Calypso. Les hommes de la Calypso, sans cesse en expédition de longue durée aux quatre coins du monde, attendent toujours avec impatience le courrier. Alors, Dick Murphy. Hop. Trébose. Merci. Mounier. Colin. Scott. Là. Mounier. Mounier. Falco. Merci. Silvio. Oh. Deux. Oh. France, où est-ce qu'il est, Jean-Marie? De la machine. Ah, il est là. Xavier, il est avec l'équipe. Avec l'équipe. Amadio. Merci. Percepteur. Acteur. Gerbet. Cacha est devenue membre à part entière de l'équipe. Elle a libre accès au local radio qui abrite le matériel le plus sophistiqué du navire. L'animal vient fureter de temps à autre sur l'écho-sondeur et le sonar à balayage latéral, tandis que l'électronicien Michel Trébose communique avec les bureaux de la Fondation Cousteau à Paris, Monaco, New York, Norfolk ou Los Angeles. Presque chaque jour, Cousteau reçoit des messages urgents. Quand Trébose s'en va les porter à leur destinataire, Cacha trotte allègrement devant lui. C'est ainsi que Cousteau a rarement le temps de se raser sans être dérangé. Voilà, vous avez un texte de Jean-Michel. Les affaires personnelles n'ont jamais la priorité dans une expédition qui réunit autant de scientifiques, de techniciens et de représentants officiels des gouvernements. Cousteau attire à bord des experts du monde entier.
Il envoie une équipe dans une région sauvage du Brésil, le Pantanal, une autre sur la route transamazonienne, d'autres enfin en de nombreux points dispersés sur les 4 millions de kilomètres carrés du bassin amazonien. Allô Jean-Michel, je reçois ton... Les communications par satellite lui permettent de coordonner la mission la plus dispersée et la plus complexe de toutes celles qu'il a entreprises à ce jour. Les chercher. Donc c'est pas la peine de prendre des billets pour qu'ils arrivent à Manaus et puis ensuite ils n'ont pas le temps de faire tout ça. Certaines tâches ne restent pas moins essentielles. Simone Cousteau, rarement filmée, fait fonction d'officier de ravitaillement, d'infirmière et au besoin de coiffeur. À la question « Combien avez-vous d'enfants ?» qu'on lui a posée un jour, elle a répondu en donnant le nombre des membres de l'équipage. Elle a actuellement 27 fils, plus une loutre. On trouve le temps, bien sûr, de méditer. Mais le travail se poursuit tard dans la nuit. L'Amazonie grouille d'insectes, certainement plus d'1 million d'espèces. Il y a des mouches qui ont piqué et infecté quelques membres de l'équipe. Il y a des araignées, assez grosses pour s'attaquer aux petits oiseaux. Et une multitude d'espèces non identifiées. Les dauphins abondent dans ces eaux, mais ils ne jouent jamais devant notre étrave, comme le font leurs cousins de l'océan. Ces animaux insaisissables n'ont aucun prédateur à redouter. Les riverains se gardent bien de leur faire du mal. Certains croient que ce sont des fantômes aux cheveux blonds qui vivent sous l'eau et qui se métamorphosent en dauphins roses lorsqu'ils approchent de la surface. Les dauphins gris inspirent une égale appréhension. Un soir de fête, racontent les anciens, les habitants de tout un village ont péri noyés, entraînés par de beaux jeunes gens. C'étaient des dauphins déguisés. Un tourbillon du fleuve répercute encore l'écho de leurs tambours. Cousteau rend visite à un métayer qui prétend qu'un dauphin lui est apparu sous la forme d'une jeune femme alors qu'il préparait son déjeuner. Cousteau demande si elle était belle. Preciosa, si ravissante qu'elle l'a séduit malgré son âge. Elle était presque nue. Bien bacán la chica, las cejas, todo tallada. Vino acá a preguntarme si yo vivo aquí, sí en el día lo digo. Y no duerme, no, le digo no. Esto me dijo que la acompañaría. Elle lui a demandé de la suivre dans son village. Il a répondu que non, que son déjeuner allait brûler. Yo le tení de las manos a la chica. Il a pris ses mains dans les siennes. Vous courtisez encore les jeunes femmes, a-t-elle remarqué. Elle a ajouté qu'elle ne se montrait jamais à personne et qu'elle était venue à lui parce qu'il était seul. Elle me transperçait de son regard, dit-il. Elle voulait m'ensorceler et m'emmener. Mais il craignait de laisser brûler son déjeuner. Il savait que la superbe créature était en réalité un dauphin. Mais il n'en a pas moins été tenté de la suivre. No quería seguirla a ella, tenía miedo de que se lo llevara. Miedo no, sino cuidado de mi olla que estaba parada en la candela, se carbonizaba. Pero yo le miraba que no era gente. Y si no, ¿a dónde me llevaba? Me robaba, pero tan viejo que soy, ya pues me hubiera permitido robarme esa preciosa chica. But she will come back. Elle reviendra, dit Cousteau. Ojalá. 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 He says, I hope Aunque so. viejo, todavía lo sigo yo. Esta vez si no les dejo. Si elle revient, il la suivra. Peut-être que dans ces vieux jours, son heure de chance a enfin sonné. Demandez-lui ce qu'il pense des jeunes chicas brésiliennes qui, lorsqu'elles se trouvent enceintes, prétendent qu'elles ont été séduites par un dauphin. Y croit-il, lui? ¿Y usted qué piensa? Porque en el Brasil hay una historia de que cuando las jóvenes se quedan encintas esperando bebé es por un bufeo.
es culpa de un bufeo. ¿Usted qué cree? ¿Que es cierto o no? Sí, sí, sí. C'est vrai, répond notre homme. Mais le bébé est un poisson horriblement déformé. Nace un pez, disforme, feísimo. Oh. And does this, is this also true in Peru? Ça arrive aussi au Pérou, demande Cousteau. Bien sûr, répond-il. C'est arrivé à ma mère. ¿Y qué pasó? A los 4 meses que mi mamá estaba en estado, ya caía el fete. Pero el día que va a caer le atacó unos grandes dolores que se Elle a eu des douleurs terribles. Le médecin lui a donné des herbes et elle a fait une fausse couche. Que comprendía de esa cuestión. Le convidó no sé qué cosas ahí de vegetales y vino el fete a caer. Pero le fœtus avait la forme d'un poisson. Un pez así, pero disforme. Un dauphin gris. Su hijo del delfín. Peu connu des spécialistes, le dauphin gris de l'Amazonie, ou Sotalia, n'a jamais été étudié dans son environnement naturel. Pour un spécialiste de l'IMPA, l'Institut brésilien de recherche amazonienne, l'équipe Cousteau va tenter de capturer un animal. Le dauphin démontre sa vigueur au médecin du bord. Tiens un queue. Attrapez la queue. Albert Falco, l'observateur d'animaux marins le plus expérimenté de l'équipe Cousteau, supervise le transfert du dauphin dans une piscine de fortune aménagée dans la baie, à l'aide d'un enclos. L'animal, étendu sur de la mousse, est aspergé d'eau pour empêcher que sa peau sensible ne se déshydrate pendant le trajet. Xavier Desmier le transporte dans la piscine. Bon, ben on va y aller, hein. Le dauphin gris d'Amazonie est le plus petit dauphin du monde, 1,50 m de long. Mais il est très rapide. Il voyage en groupe et semble très dépendant de tous les autres membres de son banc. Les Brésiliens l'appellent le dauphin sacré. La scientifique Vera da Silva chronomètre les respirations du dauphin. Le dauphin gris a la réputation de se déplacer toujours dans un but précis. Faites visiter le grillage. Mais à la surprise de tous, notre dauphin se met à sauter spontanément avec grâce. Xavier et Louis Preslin, le caméraman, ne peuvent réprimer quelques applaudissements. Le premier naturaliste à avoir observé ces dauphins en Amazonie a écrit qu'ils venaient faire peur aux baigneurs avec leur souffle. Rapides, mais le corps peu flexible, les dauphins gris sont incapables de zigzaguer entre les arbres de la forêt inondée. Avec leur dorsale bien développée, les dauphins gris ressemblent plus aux dauphins de l'océan que les étranges dauphins roses si célèbres dans ces eaux. Il y a 2 espèces de dauphins. Cousteau discute avec Vera da Silva, spécialiste des dauphins d'eau douce. Et il semble qu'ils aient tous les deux des façons d'être tout à fait différentes. Oui, ils sont 2 familles différentes. Et le rose, c'est peut-être le plus primitif. Le gris, il est dans la même famille des dauphins de la mer. Il y a une différence essentielle, c'est que le grand rose a l'air d'une souplesse extraordinaire. Oui, il fait des demi-tours sur lui-même, il se plie en 2. Oui, parce qu'il a une distance des vertèbres très très grande. Vous savez, nous, la première fois que j'ai vu ça, c'était extraordinaire. Se glisser dans la forêt en zodiaque, et puis tout d'un coup, un souffle de dauphin à côté de nous. Ouais. Hein? Extraordinaire. Hein? Des dauphins dans les arbres. Alors que le petit dauphin gris ne peut pas le faire. Non. Voilà. Vous avez l'intention de le marquer, celui-là, avant qu'on le lâche? Oui, on a pensé de marquer, mais... Et puis on va le relâcher.
Ayant achevé leurs observations, Cousteau et Da Silva s'apprêtent à libérer le dauphin. Les habitants des bords du fleuve parlent d'hommes devenus fous ou morts d'épuisement, victimes de l'ardeur amoureuse de dauphins transformés en femmes. Notre équipe, elle, est bien séduite par le dauphin, mais sous sa forme naturelle. L'avion de Paris semble percer l'obscurité du petit matin. Après avoir résolu en Europe certains problèmes de l'expédition, le commandant Cousteau est de retour au Brésil. La saison est favorable à l'observation de l'extraordinaire dauphin rose de l'Amazone. Cousteau monte immédiatement dans son avion amphibie. Il va gagner sans délai Praia Grande sur le Rio Negro. Depuis que j'ai aperçu pour la première fois de mon navire ces innombrables créatures, elles m'ont littéralement fasciné. Ces étranges animaux au ton pastel, les plus primitifs des cétacés à dents, sont peut-être les prototypes des dauphins qui batifolent aujourd'hui dans les mers. Ces aberrations vivantes se tordent comme des jouets en caoutchouc. Ils peuvent tourner la tête à 90 degrés et semblent pivoter dans leur ample peau. Contrairement aux dauphins de l'océan qui rivalisent de vitesse même avec des croiseurs de la marine, le dauphin rose est un flâneur nonchalant. Mais il est capable à l'occasion de pointes de vitesse. Le rostre dardé en avant comme un javelot, un dauphin rose poursuit un poisson et semble chasser une ombre. Sur le Rio Negro, chaque pêcheur s'installe dans son coin de prédilection. Il n'en change jamais, l'emplacement se transmet de père en fils. Un patron pêcheur fait poser par ses hommes d'immenses filets circulaires, destinés à la capture des poissons migrateurs. Les dauphins roses, friands de ces mêmes espèces, viennent parfois s'y prendre. Lorsque l'Institut brésilien de recherche envoie ici des savants, les pêcheurs se montrent coopérants et hissent à la demande les dauphins captifs sur la plage. Vera da Silva représente l'Institut. 2 dauphins ont été capturés. On dit que ces animaux sont espiègles et pas du tout timides. On raconte qu'ils se faufilent sous les embarcations locales pour leur dérober leurs pagaies. Les dauphins captifs seront marqués afin de pouvoir suivre leur déplacement. Les pêcheurs se montrent prudents. Le mauvais sort ou même la maladie guette ceux qui se rendent responsables de la mort des dauphins. Aussi, une fois le marquage achevé, les dauphins sont-ils rapidement rendus à la liberté. On croyait autrefois qu'ils étaient aveugles, mais il n'en est rien. Leur ouïe est exceptionnellement fine. Dans les eaux troubles de l'Amazone, ils sont capables de repérer un poisson par écholocation. De leur bec tapissé de poils sensitifs, ils peuvent aussi palper le fond à la recherche de proies cachées. Il est vain d'enfermer ces animaux enchantés dans un enclos, disent les vieux pêcheurs. Ils leur poussent aussitôt des pattes et ils s'en vont en marchant.
Le patron pêcheur de Praia Grande est particulièrement au fait des pouvoirs surnaturels du dauphin. Il raconte une histoire qui lui est, jure-t-il, arrivée. A mulher estava grávida, 5 meses a 6, né? Eu estava novo, eu estava com 34 J'avais 34 ans, dit-il. Eu me casei, estava com 16 anos. Je pêchais ici. À l'époque, ma femme était enceinte de 5 mois. Ela estava com 5 meses de grávida. Lá embaixo nós trabalhando, estamos aqui. Un dauphin s'est pris dans mon filet. Son regard et le mien se sont croisés. Eu que espiava a rede para ver o peixe. Então ele vinha. Au moment de sortir de l'eau, il réussit à s'enfuir. Eu mandava os pessoal puxar, eles puxavam a rede e não via nada. Aí ele saía por cima. Aí pelejemos até que nós capturemos ele. On a fini par le capturer, on l'a ligoté, mis sur le dos, et je me suis mis à le battre. À le battre. Quoi, vous avez fait cela, dit Cousteau? Oui. Peia jogava água, ele fazia... Soviava, né? Aquele dão, sovio fino. E eu, peia. Aí soltei quando... Pourtant, l'animal réussit à se sauver. Le lendemain, on l'a trouvé mort. Parecia morto, né? Lá embaixo da ponta da ilha, lá do camaleão. A mulher foi crescendo. Chegou o dia dela descansar. Et ma femme donna le jour à une fille. Mas a criança, a cabeça da criança... Le bébé avait une tête de dauphin, à l'exception du rostre. Elle avait bien 2 évents sur le sommet de la tête. Tinha buraquinho no rosto da criança. Não parecia, só a cabeça do boto aqui tudo morto. Foi esquisita mesmo. In several places in Peru and here, some fishermen were telling me that it is the grey dolphin. Au Pérou, dit Cousteau, c'est le dauphin gris qui revêt l'apparence humaine pour aller danser avec les filles. To go dancing with girls. Qual dos botos vira homem? Vermelho. Non, répond le pêcheur. Ici, c'est le dauphin rose et non le dauphin gris. Non. Et ils disent au Pérou que quand ils vont danser avec les filles le soir, on peut les reconnaître parce que comme lui, il garde le chapeau sur la tête pour cacher les blowholes, to hide the blowholes. They keep the hat on their head to hide the blowholes. So maybe you are. Vous êtes peut-être un dauphin, ironise Cousteau. You are un peu vermelho. Ele era vermelho quando era rapaz. One fisherman I met told me that even sometimes On m'a raconté qu'un dauphin se métamorphose parfois en une ravissante jeune fille, one of the dolphins would transform in une chica preciosa. Chica preciosa, they said in Peru. Você já ouviu essa? Não, antigamente, agora não deu certo. Cela arrivait autrefois, à l'occasion des fêtes. Plus maintenant. Comme la jeune génération n'y croit plus, les dauphins s'épargnent la peine d'une métamorphose. É um caso muito conhecido nos interior. Mais les anciennes croyances sont perpétuées par une chanson populaire. Un dauphin a dérobé le cœur d'une belle. Tão bela e gostava de amar, sendo do Rio, só pensava no mar. E eu que tinha um rio só para lhe dar, foi-se embora, boto levou-a, foi-se embora, rumo do mar, de saudade fiz a canoa, vou dentro dela lhe buscar, eu vou dentro dela lhe buscar, mas eu vou dentro dela lhe buscar, laraê, vou dentro dela lhe buscar, mas eu vou dentro dela lhe buscar.
La petite bête, le petit minou Le déjeuner à bord de la Calypso est animé. La veille au soir, un jaguar a grimpé à bord le long de la chaîne d'ancre et les hommes de quart l'ont chassé à coups de balai. D'une vadrouille. Katcha, la loutre, rejoint son équipe. Il paraît que les Indiens élèvent les loutres comme animaux de compagnie. Mais Katcha, sûre d'elle et dénuée de tout complexe, est bien davantage qu'un animal de compagnie. C'est une personnalité du navire. Dédaignant la discussion consacrée à son seul prédateur, le jaguar, Katcha prend congé pour avaler son dîner, une ration quotidienne de 8 livres de poisson. La Calypso continue de remonter le fleuve. Quelques dizaines de milles à peine la séparent encore du rendez-vous prévu avec l'équipe des Andes. Il y a 3 mois, c'étaient les troncs d'arbres déracinés qui menaçaient le navire. Maintenant, à moins d'1 mètre sous sa quille, c'est le risque de se mettre au sec. Les hélices sont stoppées. Le pilote péruvien explique ses appréhensions au chef plongeur, Raymond Coll. On appelle Cousteau. Le pilote craint que les eaux continuent à baisser et que le navire ne puisse plus redescendre le fleuve une fois sa mission achevée. Il semblerait qu'on ait eu quelques problèmes. Actuellement, on a 4 mètres d'eau. Là, il se déplace, c'est pas très bien aussi. Cousteau demande que les machines soient remises en avant lente. Bon. Les sondages n'incitent guère à l'optimisme. On jette l'ancre. Mouille. Cousteau a décidé que la Calypso n'irait pas plus loin. Tout au long de l'expédition, l'Anaconda, notre bateau fluvial de faible tirant d'eau, a pu explorer des chenaux et des rivières interdites à la Calypso. Maintenant, c'est ici qu'on en a besoin. L'équipe du Pirarucu, conduite par Jean-Michel, a pratiquement achevé sa descente. Demain, elle aura rejoint la Calypso, mission accomplie. Il rigole toujours. Pépé le perroquet vivra désormais à bord de la Calypso. L'équipe se dispersera vers de nouvelles tâches. Le radeau sera dégonflé et rangé. Nous évoquerons les aventures passées et nous en imaginerons de nouvelles. Le champagne prend un arrière-goût amer. Le grand jour se lève. Les efforts conjugués du radeau et du navire pour parcourir l'Amazone de sa source à son embouchure touchent à leur fin. Salut Gilles, salut Calypso, bonjour, nous sommes à l'écoute et nous voyons le début de cette journée avec anxiété. À toi? Bon alors écoute, nous avons quitté Iquitos, mais on a eu des difficultés. Il y a un passage où il n'y avait pas 50 cm sous la quille, mais il était trop tard pour s'arrêter. On a continué et maintenant on a été obligé de jeter l'ancre au confluent de l'Ucayali et du Marañón. Nous sommes juste à la branche de l'Y et on ne peut pas aller plus loin. Les sondeurs montrent qu'on s'échouerait. Alors, où êtes-vous exactement? Donne-moi ta position à l'heure actuelle. Nous sommes dans le Ucayali, à peu près 5 milles et demi de l'embranchement avec le Marañón, à l'endroit où vous trouvez, qui est le début de la rivière Amazone. À toi. Bon, bah écoute, je vais vous envoyer mes annexes, l'une après l'autre, à votre rencontre pour vous escorter jusqu'à Calypso, hein? OK? Le hovercraft, l'avion, l'Anaconda, l'hélicoptère, tout ce matériel, tous ces véhicules que Cousteau appelle les annexes, ont accru considérablement le rayon d'action de l'expédition. C'est eux qui, maintenant, vont y mettre le point final.
Guy Joas revêt un costume de cérémonie après 5 mois vécus dans les intempéries, sans parler de la promiscuité à bord d'un radeau où s'entassaient comme des sardines jusqu'à 13 personnes, hommes d'équipage ou scientifiques. De la même façon. Tiens. Comme un oiseau migrateur qui finit par rejoindre son bercail, le radeau regagne la Calypso. Il a parcouru 2300 km depuis la montagne où naît l'Amazone en un mince filet d'eau glaciale. La Calypso en a navigué près de 4000 depuis l'Atlantique. Ensemble, ils ont couvert le cours entier de l'Amazone. Simone Cousteau, que les hommes de la Calypso appellent affectueusement la bergère, monte sur le pont pour assister aux retrouvailles. Les vivres immangeables, les jambes enflées, les bras ulcérés par des piqûres d'insectes, les troubles intestinaux dus aux parasites de la forêt, tout cela n'est plus qu'anecdote presque oubliée. L'heure est toute à la joyeuse célébration d'une grande réussite. Plus de 1000 échantillons ont été expédiés par avion à des laboratoires du monde entier. Les ordinateurs du bord ont emmagasiné des données de toutes sortes. Des sondes électroniques ont analysé la qualité de l'eau tout au long de la route suivie par la Calypso. Nous disposons d'un matériel que n'auraient jamais pu imaginer les conquistadors, décimés par la faim et les fièvres. Nous n'avons pas subi les attaques des guerrières de légende, les Amazones. Nous n'avons pas recherché le continent perdu. Mais nous avons pénétré dans une forêt aussi dense, aussi intacte, aussi inviolable que celle que Pizarro a découverte voici 400 ans. Nous la quittons obsédés par le même sentiment magique d'émerveillement. Le temps est venu de prendre congé de Katcha. Jean-Michel, Falco et Cousteau vont plonger avec la loutre géante qui a si souvent et librement nagé avec eux et qui est toujours revenue à bord de son plein gré. Les amis de Katcha se rassemblent pour lui dire adieu. Comme ses congénères, Katcha plonge et fait surface sans paraître bouger un muscle, sans bruit, sans même une ride à la surface de l'eau. Un animal aussi fluide que le fleuve. Personne à bord n'a envie de quitter Katcha, mais la garder serait une erreur. C'est une espèce d'eau douce qui ne pourrait supporter ni l'eau salée des mers, ni la diversité des climats qui attendent la Calypso dans ses prochains voyages. Il est également impossible de lui rendre sa liberté. Habituée aux hommes, elle se ferait inévitablement abattre et dépouiller. Un scientifique brésilien qui vit au bord d'un lac artificiel classé réserve protégée dit que Katcha pourra s'y ébattre en toute sécurité avec lui. L'animal laboure le sol de ses pattes raidies pour marquer son territoire, y déposant une substance à forte odeur de musc, sécrétée par 2 glandes anales. Elle laisse des informations relatives à son sexe et à sa disponibilité, à l'intention de l'outre que, malheureusement, elle ne verra jamais.
Le scientifique brésilien est arrivé. Il va emmener Katcha. Notre décision est uniquement destinée à assurer la sécurité de l'animal. Katcha, viens ici. Nous avons vainement cherché à trouver une compagne pour Katcha. Les trafiquants d'animaux eux-mêmes n'avaient à nous offrir que des peaux. Notre adieu à Katcha est peut-être un adieu à son espèce. La situation précaire des loutres géantes reflète celle de la forêt où elles vivent. Il existe des liens d'étroite interdépendance que nous ne comprenons pas bien entre les différentes espèces qui peuplent l'Amazonie. Que se passe-t-il lorsqu'on fait disparaître une Katcha? Que se passerait-il si les jeunes Brésiliens qui ont cessé de croire aux légendes se mettaient à chasser les dauphins et cessaient de protéger le puissant Amazone lui-même? Les plus anciens colons prétendent que les esprits s'emparent de l'âme de ceux qui abusent du monde vivant. En un sens, c'est vrai. Nous autres humains appartenons aussi au grand tout frémissant de la nature. Lorsque nous menons une Katcha ou une Amazonie à sa perte, c'est une partie de nous-mêmes que nous perdons. La forêt pluviale amazonienne est le plus grand laboratoire vivant de la Terre. Sous son toit de feuillage, des merveilles inconnues attendent d'être découvertes. Des espèces animales et végétales, de nouveaux médicaments, des fibres, des aliments. La vie de cet exubérant royaume repose sur un système tendu mais efficace. Les feuilles mortes se décomposent rapidement sous l'effet de la chaleur et de l'humidité. Les racines, à la surface du sol, recyclent immédiatement des produits nutritifs. Sur les sols pauvres de l'Amazonie, la forêt se nourrit de sa propre substance. Lorsque l'équipe Cousteau a pénétré à l'intérieur de cette forêt primaire, elle a pu évaluer ce qui se passe lorsque ce cycle vital est brisé, lorsque les arbres sont abattus pour faire place à des cultures éphémères, lorsqu'il ne reste plus aucune semence pour régénérer la forêt, ni aucun animal pour assurer la dissémination des graines. En l'absence d'arbres, le régime des pluies lui-même se modifie, même à l'échelle du globe. La moitié des forêts primaires de notre planète ont aujourd'hui disparu. D'après certains experts, la couverture végétale vierge de l'Amazone pourrait aussi succomber d'ici 50 ans. Depuis que les hommes ont transformé les anciens jardins de Mésopotamie en désert, la prédiction de Chateaubriand n'a cessé de se vérifier. Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent. L'Amazonie a longtemps imposé sa loi aux humains. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui s'efforcent de dompter la forêt en construisant des barrages, en ouvrant des routes, en détournant des rivières. Jusqu'ici, les grands travaux de ce genre, conçus et réalisés avec orgueil mais sans prévoyance, avec impatience mais sans sagesse, ont mutilé le Nil et d'autres grandes voies d'eau de la Terre. Nous en avons fait des fleuves du passé. L'Amazone est le fleuve de l'avenir. Que deviendra-t-il? Testament d'une folie sans espoir ou tribut à une sagesse durement acquise?